Le Bisoudrome. Le Bisoudrome. Le Bisoudrome. Le Bisoudrome. Vous écoutez le Bisoudrome. Le Bisoudrome. Le Bisoudrome. Vous écoutez le Bisoudrome. Bonjour et bienvenue dans le Bisoudrome, le podcast où on réinvente notre manière de se rencontrer et de se faire des bisous. Je suis Lélina, l'animatrice de ce podcast, accompagnée aujourd'hui de Tomelk. Hello. Aurore. Coucou. Et Lovela. Salut. Alors, aujourd'hui, on va parler d'engagement et je vous propose qu'on commence tout de suite avec une question introductive. Quel est le plus grand engagement que vous ayez pris ? Alors, est-ce que quelqu'un veut commencer à de grandes idées ? Moi, pas tellement, donc... Ok, bon. Je peux ah pas... bon ? Avec ton... Non, mais en fait, je commence. J'ai pas d'idée incroyable sur le plus grand engagement que j'ai pris. Peut-être, du coup, je vais répondre de façon assez premier degré. Je me suis paxée avec mon compagnon. Voilà. Ah, ça va très bien avec ce sujet, sujet de l'engagement dans le couple. Mais je pense que au final, le plus grand engagement qu'on ait pris, c'est plus de se dire qu'on va rester ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Bah, c'est quand même pas... C'est quand même un engagement. Ouais, c'est clair, sauf si tu te dis, c'est fini dans 3 jours, mais... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un engagement marqué de fait. Enfin, c'est genre dans nos têtes, tu vois, on s'est dit ça, mais c'est pas un truc... tu mets en place... ça dépend comment tu le dis, quoi. Si t'es là, oui, bien sûr. Ou si tu penses au fond de toi, c'est oui, très fort. c'est un peu ça l'objet un peu de ma pensée, c'est de se dire que on rentre déjà dans le vif du sujet, mais pour moi le plus grand engagement il est fait jour après jour, il n'est pas fait un jour en particulier. Sauf si t'as un choix à prendre. Oui, des fois, ça peut être des grands choix de vie qu'à un moment donné ça change ta vie et que t'es là en mode waouh, ça c'était un gros engagement, mais et c'est vrai que ça se suit de conséquences, quoi. C'était très français. Ok. De mon côté, je peux reparler de mes chats qui sont pas dans le paysage sonore. J'ai pensé aujourd'hui pour les personnes qui nous écoutent souvent, des fois ils entendent des petits clap 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 de croquettes et là j'ai mis les croquettes haute part, donc on aura un épisode sans petits chats qui font du bruit. Mais pour revenir à la question, je pense que mon plus grand engagement, ça est d'avoir adopté ces 2 chats. D'avoir la responsabilité sur d'autres êtres que moi-même, c'est quand même la plus grosse responsabilité, quoi. Ce qui occupe toutes mes réflexions quand je pars en vacances, en week-end. Enfin, ça a un impact majeur sur mon organisation de vie, quoi. Et puis, c'est quand même une grosse responsabilité. Donc, voilà, les petits animaux. Moi, j'avais pareil que Lovela, j'avais pas de grandes idées en tête. Je me disais, rembourser quelques centaines d'euros par mois à la banque pendant 25 ans, c'est un gros engagement, mais bon. C'est clair. Est-ce que ça me tient à cœur ? Mais les engagements sont pas forcément formalisés ou verbalisés. Et du coup, pour moi, ce qui m'est venu ensuite en tête, c'est de me dire que je suis là depuis 27 ans pour mon petit frère, que je serai toujours là pour lui. Et ça, je pense que c'est le plus gros engagement, même si on se le dit pas forcément. C'est un truc qui est évident pour moi et c'est un grand engagement, quoi, d'être là pour ses proches et puis là, en l'occurrence pour mon petit frère. Je comprends tout à fait. J'adore. Je pense que j'aurais pu parler du soutien et de la relation que j'ai avec ma petite sœur aussi en répondant à cette question. En tout cas, ça me parle bien. Je dirais que c'est... Waouh. Disons que quand j'ai une décision à prendre ou je sais pas, même juste quelque chose à dire à quelqu'un, où j'essaye toujours d'être... je sais pas si c'est le bon mot, mais de bien faire, mais avec une... Est-ce que tu fais une crise cardiaque là en répondant à cette question ? Est-ce que tu as peur de l'engagement ? Mais je pense On en parlera que après. j'ai tendance à beaucoup réfléchir à ma posture ou à comment réagir à quelque chose avec les autres en général ou même, je sais pas moi, avec un animal. Ouais. Mais ça, c'est un engagement envers toi-même, genre. Je me suis jamais dit que c'était une conduite que je devais tenir. J'ai jamais signé de papier avec moi-même, mais j'ai l'impression que c'est une démarche
une forme d'engagement un peu tacite ou à faire de ton mieux, quoi. Ouais, voilà. Engagement moral aussi. Bah, c'est clair, les engagements, enfin les valeurs qu'on a, les décisions, enfin ce qu'on décide d'être, c'est aussi des engagements envers soi-même qui peuvent être hyper forts, quoi. Je suis d'accord, c'est intéressant de parler d'engagement moral. Oui, c'est des réponses beaucoup plus intéressantes que la mienne, donc ça m'énerve. Non, vas-y. Mais t'as autre chose qui te vient. Non, mais c'est juste que, c'est ça, c'est que je trouve que c'est hyper intéressant de parler de ça plutôt que de parler de, tu sais, je me suis paxée, quoi. Bah, c'est pas rien, je trouve. Mais en fait, c'est facile quand on a des réponses convenues de grand engagement qu'on connaît, genre Pax, animaux, enfants, ça te vient en premier, quoi. Donc, bah oui. Mais ce qui interroge aussi, ce qu'on voit comme des grands engagements, c'est ça. de la place du couple ou de la responsabilité pour autrui, et que quand on s'inscrit pas là-dedans, qu'est-ce qu'on se dit qu'est notre plus grand engagement. Donc, finalement, tout ça est très, très philosophique. Très intéressant. Bah écoutez, après déjà toutes ces introductions et débuts de questions, je te propose, Loveland, d'introduire le sujet. Ouais, alors je voulais justement vous parler de peur de l'engagement et de mariage et tout ça, parce que on entend beaucoup parler de peur de l'engagement dans le couple, la peur d'être enfermé dans une relation, d'être abandonné, de décevoir l'autre. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer qu'on a du mal à s'investir dans une relation amoureuse. Parallèlement à ça, moi dans ma vie, j'entre dans la période de la trentaine, ce qui signifie recevoir des invitations pour les mariages, parler de mariage, voir mes amis se rendre à des mariages. Et je trouve que ça crée un monde un peu à deux vitesses, où d'un côté, il y a ceux qui se débattent pour essayer de construire des relations, tout en faisant face à des peurs qui peuvent paraître irrationnelles, mais qui sont bien réelles. Et de l'autre, il y a des gens qui sont tellement engagés dans leur relation qu'ils ont décidé de dépenser 30 000 € pour le montrer à tout le monde. Donc ça me questionne. Et comme de mon côté, je l'ai dit beaucoup de fois, là ça va faire 11 ans que je suis en relation avec mon amoureux, et je me suis mise en couple avec lui quand j'en avais 18, donc autant vous dire que je n'ai pas expérimenté 12 000 couples avant. Quand on s'est mis ensemble, j'étais encore dans ma phase je veux un mariage de princesse avec une robe blanche bouffante, peut-être même une arrivée en calèche. Bouffante la robe. Ouais, tu sais, avec le tulle, carrément. Tout, le truc. Ah ouais, t'avais le truc princesse, quoi. Évidemment. Waouh. Mais au fur et à mesure de mon couple, je me suis rendu compte que ça ne nous ressemblait pas vraiment, ça ressemblait pas au couple qu'on forme. Et du coup, j'ai laissé de côté l'idée du cheval blanc et de la robe hors de prix. Et plus le temps avance, plus je me rends compte que peut-être ça paraît être un peu un décalage ça fait si longtemps qu'on est ensemble, on n'est pas mariés. Et pourtant, je me sens super engagée dans cette relation. J'ai juste l'impression qu'on a mis l'engagement dans des endroits qui sont pas communs. Depuis le début, on se répète qu'on s'aimera toute la vie, et ça a l'air assez engageant comme ça. Et je crois que c'est pas du tout banal dans un couple de dire on s'aimera toute la vie quoi qu'il arrive. Tout ce qui compte, c'est qu'on reste ensemble, quelles que soient les épreuves qu'on traverse. Mais par exemple, pas qu'on reste fidèle sexuellement, on se veut pas se marier, on veut pas d'enfants. Et quand j'écoute mes potes ou que je regarde des réseaux sociaux ou que je m'imprègne de comment les gens vivent, comment ça se passe dans la société, je réalise que pour beaucoup de gens, dire je t'aime, ça prend du temps, alors que nous, je pense qu'au bout d'une semaine, on se l'est dit, et que se promettre de s'aimer toute la vie, c'est un peu inenvisageable. Et j'ai une amie qui me disait qu'elle savait très bien qu'elle vivrait pas toute sa vie avec son mec. Elle se voyait juste pas vieillir avec lui, quoi. Elle disait non, après on est ensemble, mais je pense que voilà, on finira pas nos jours ensemble, quoi. Et elle a fait 2 enfants avec lui. Et du coup, je me dis en fait, l'engagement, c'est vraiment à géométrie variable selon les gens. Et donc c'est ça qui m'a donné envie d'en parler avec vous. Voilà. Est-ce que vous avez peur des horizons lointains dans vos relations? Est-ce que ça a été déjà des freins dans vos relations? Pour vous, c'est quoi s'engager dans une relation? Et est-ce que, par exemple, le mariage, ça reste un passage obligé pour vous? Merci. Trop intéressant. On peut commencer tout de suite avec la peur de l'engagement. Tomelk. Il y a une étude qui dit que. Il y a une étude qui dit que. Une étude qui dit que. Il y a une étude qui dit que. Ouais, on en a déjà un peu parlé dans l'intro, donc c'est parti, quoi. La peur de l'engagement, et les hommes et leur peur de l'engagement. Oui. Et pourquoi les femmes, elles ont vraiment moins peur de l'engagement que les hommes? En tout cas, c'est la thèse d'Eva Illouz dont j'ai lu le bouquin, donc Pourquoi l'amour fait mal, l'expérience amoureuse dans la modernité. Et après, on pourra en discuter et éventuellement critiquer certaines de ces thèses, quoi.
Mais ouais, en fait, la réflexion que j'avais, c'était de me dire que j'ai utilisé, je sais pas vous, mais j'ai utilisé les applis de rencontres pendant un certain temps, et notamment des applications un peu classiques comme Tinder, qui sont donc très tournées hétérosexualité normale, entre guillemets, très normée, quoi. Et en fait, ce qu'on retrouve, ce qu'on retrouve souvent, après vous pourrez me dire si c'est votre constat aussi ou pas, mais c'est qu'il y avait quand même pas mal de femmes qui souhaitaient donc une relation plutôt sérieuse, ou bien on dit autrement pas de plan cul, ou ce genre de phrases d'accroche dans les bios. Et côté mec, quand même pas mal de bios qui indiquaient des trucs du genre surtout pas de prise de tête. Sans prise de tête, on en revient à l'épisode originel du Bisodrome. Plutôt chill, je fonctionne au feeling. Oui. Évidemment, après 3 verres et une relation sexuelle de 4 minutes 38, il n'y aura pas de feeling. C'est dommage. Bon. Et donc, le feeling, il était là dans le lit, mais il n'est plus là, sorti du lit. Il est plus là. Bon, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. On n'y peut rien. Et donc, je me suis plongé dans la lecture d'Eva Illouz. Et là, c'est là que ça va être compliqué. C'est un challenge parce que c'est hyper aride quand même comme lecture. Okay. Il y a 50 infos à la page. Donc, je vais essayer j'ai lu surtout un chapitre qui s'appelle « Les phobies de l'engagement ». Je vais essayer de vous en parler de manière synthétique, quoi. Mais bon, je pense que si vous voulez la totalité du truc, faudra lire le bouquin. On le mettra dans la barre de description, évidemment, comme toujours avec nos références. Parce qu'on cite toujours nos sources. Et oui. Et donc en fait, Eva Illouz, dans Pourquoi l'amour fait mal, elle parle d'abord du romantisme, du 19e siècle, des valeurs un peu, de la manière dont les relations se construisent à cette époque-là, pour faire ensuite le pont avec les relations dans le monde moderne et ce qui a changé, avec donc notamment la montée de l'individualisme, la libération sexuelle, et les avancées certaines en termes d'égalité des genres qui ont rebattu les cartes dans la manière dont on s'engage dans des relations amoureuses et qui ont changé en fait les codes avec un mariage qui est beaucoup moins central, etc. Et donc, il y a une ouverture du champ des possibles. Donc, il est possible de divorcer ou de se séparer, ce qui n'était pas forcément possible avant, et de recréer des relations. Les parents ne sont plus ou beaucoup moins impliqués dans les choix relationnels et matrimoniaux. Le mariage lui-même n'est plus aussi central et incontournable, etc., etc. Et donc, pour elle, on se retrouve avec des individus libres, en quelque sorte, sur une sorte de marché de la relation amoureuse qui est lui-même imbriqué dans un deuxième marché, celui des relations sexuelles. Et les applis de rencontre sont un peu le niveau ultime de cette évolution, avec une imbrication des deux, donc des gens qui veulent des relations, des gens qui veulent du sexe, des gens qui savent pas trop, et tout ça, en fait, les aspirations de chacun doivent se rencontrer, et ça fait cette sorte d'énorme marché où chacun doit trouver sa place, quoi. Et ce que dit Eva Illouz, c'est que ça, c'est super pour les femmes, notamment en termes de liberté, mais que dans cette nouvelle configuration, elles sont sujettes aussi à une nouvelle forme de domination affective. Et pour différentes raisons liées notamment à l'éducation différenciée des hommes et des femmes, leurs aspirations et leur rapport au sexe et aux relations amoureuses restent différentes. Et donc, elle donne plusieurs exemples, et je ne vais pas tous les donner, mais un exemple pour illustrer, c'est que la sexualité, en fait, et notamment une sexualité active, est devenue un marqueur de masculinité chez les hommes, selon Eva Illouz, donc, et ça vient compenser ce qu'ils ont perdu au fil du temps en termes de contrôle et d'autorité dans le foyer, dans lequel ils étaient surpuissants et surdominateurs avant. Et sur ce marché de la sexualité, donc les femmes viennent en fait valider les hommes qui sont en concurrence entre eux. Et en miroir, ça aurait créé aussi un détachement affectif des hommes qui serait devenu lui aussi un marqueur de masculinité. Donc si tu te dis un peu détaché, que tu es capable de mettre à distance, que tu n'es pas trop fleur bleue et tout, c'est t'es un vrai bonhomme, quoi. Et vouloir quelque chose de sérieux, par contre, pour les femmes, donc une relation stable, engagée, etc., leur donne moins de valeur aussi, selon elles, dans le marché matrimonial, parce qu'elles se rendent accessibles pour une relation durable. Donc, en fait, elles sont accessibles au premier venu, quoi. Et voilà, donc c'est un peu cette nouvelle configuration. Donc, il y a d'autres arguments qu'elle développe et sur lesquels je ne vais pas revenir. Mais sa conclusion, c'est que, en gros, les hommes ont plus de chances d'envisager le marché de la relation de couple comme un marché sexuel,
et ont tendance à y rester plus longtemps. Et inversement, les femmes ont plus tendance à considérer le marché sexuel, entre guillemets, comme un marché du matrimonial, un marché des relations, et à y rester moins longtemps, et que ça crée un déséquilibre en fait entre eux sur la manière de créer des relations. Et donc, elle décrit 2 formes de phobie de l'engagement chez les hommes. Et là, ça a été une lecture intéressante pour moi parce que je me suis retrouvé un peu dans mon évolution. C'est d'une part la phobie qu'elle dit hédoniste de l'engagement. En fait, il y a une abondance de choix avec l'ouverture des possibles et notamment les applis de rencontre, mais pas que. On peut rencontrer plein de personnes, on va à l'université, etc. Oui. Et j'ai lu un essai dont je ne parlerai pas ici plus que ça, mais sur l'amour en ville aussi. Nous, on s'inscrit dans un contexte citadin, ce qui est aussi différent de s'inscrire dans un contexte de vie plus en campagne. Enfin voilà, en plus, on s'inscrit dans une vie de métropole où on a une profusion de choix en dehors même des applis de rencontre qui est énorme, quoi. Enfin. Mais est-ce qu'on a vraiment le choix? Parce que je rencontre des gens, mais je me dis pas, purée, avec lui, je pourrais avoir une relation, mais avec lui aussi, je pourrais avoir une relation de couple. Enfin, je me dis pas du tout ça. C'est un peu ce que disait Judith Duportail dans Dating Fatigue. Je sais pas si vous... pas dans Dating Fatigue, dans son précédent livre dont j'ai oublié le nom, mais... et dans le documentaire qui en a suivi, qui était sur France Télé à un moment, je sais pas s'il y est toujours, mais qu'en fait, avec le système du swipe et tout ça, t'as toujours l'impression que tu pourras trouver une personne qui te correspond encore mieux. Oui. Ça veut pas dire que c'est vrai, mais il y a ce côté consumériste où tu te dis, ah bon, bah, cette personne, elle coche ses cases, mais peut-être la prochaine, elle cherchera ses cases et une case de plus. Et du coup, ça nourrit la peur de l'engagement dans le sens, ah, mais peut-être qu'en fait, si je m'engage avec cette personne, je m'engage pas avec la prochaine qui est la bonne, en fait. C'est ça, et c'est exactement ce qu'elle dit, qu'en fait, le grand nombre d'options, il n'est pas forcément réel, mais parfois, il est aussi imaginaire. En fait, on en vient exactement à ce que vous dites. Et moi, je l'ai vécu, hein, franchement, parce que j'ai eu des périodes de dating fatigue où, en fait, j'étais inscrit sur des applis de rencontre, je rencontrais des gens, mais en fait, avec lesquels je me voyais pas vraiment. Et puis, à la fin, au bout d'une certaine période, j'avais l'impression de déshumaniser vraiment les autres et de plus les considérer en tant que tels. Et à chaque fois, quand j'en suis venu à ressentir ça, j'ai coupé pendant plusieurs mois ces trucs-là parce que je me disais, mais non, mais je me reconnais plus et c'est pas la manière dont j'ai envie d'interagir avec les autres, quoi. Mais c'est un truc qui est réel, quoi. Du coup, ça m'a pas mal parlé. Et alors après, la deuxième phobie, c'est la phobie aboulique de l'engagement. Alors, j'ai appris un mot. En fait, nous aussi, en France. C'est le niveau supérieur, quoi. C'est un stade, je la cite, un stade plus avancé de la culture de l'abondance où se défait la capacité de vouloir et de désirer. Et en fait, c'est un peu ça, c'est un peu le côté où t'as tellement d'abondance que finalement tu désires même plus rien, tu sais plus trop ce que tu veux. Qu'on me donne l'envie, quoi. Et en gros, ce qu'elle dit... M'a trop donné bien avant l'envie. On pourra finir en chanson ou en karaoké si vous voulez. Allez. C'est que dans le monde moderne, le choix amoureux est, je la cite encore, perturbé par le fait de devoir naviguer entre le contrôle du choix volontaire et la dynamique involontaire du choix amoureux, quoi. Parce que finalement, parfois, on est aussi un peu pris de court et on doit toujours revenir parce qu'il y a cette question d'identité, on se demande si ça correspond bien à ce que je suis en train de faire, à ce que je suis vraiment, etc. Il y a une introspection permanente pour se dire, bon, alors là, je ressens ça, est-ce que vraiment c'est bien aligné avec mes valeurs, etc. Et parce qu'il y a ce besoin de s'affirmer en tant qu'individu dans le monde moderne, quoi. Ça vient perturber aussi pas mal les gens, quoi, tout simplement. Ce qui me fait penser à, je pense, un livre dont tu n'as pas parlé, mais que tu as lu sur le désir, dans l'épisode du désir, où il y avait cette thèse aussi d'un philosophe, je crois, sur le fait que là, on cherche aussi des personnes qui sont exactement comme soi, mais qu'en fait, on est aussi en train de nourrir quelque chose de narcissique, où on est là, on voit plus l'autre comme... ayant tellement d'altérité possible, il faut que ça nous renforce, nous, dans notre identité et que du coup, cette personne vienne valider notre propre identité en cochant des cases de elle aime les mêmes valeurs sur tous ses plans, du coup, ça confirme bien que moi, j'ai ces mêmes valeurs sur tous ses plans et que du coup, lui, il montre, enfin voilà, sa take, c'est que on est de plus en plus incapable à voir l'autre dans son altérité et du coup aussi à rester avec l'autre s'il y a un conflit, enfin à naviguer les conflits
conflit et à rester avec l'autre en cas de conflit parce que ça vient plus valider notre besoin narcissique d'identité de nous se dire ok, moi je suis bien dans toutes ces cases et du coup l'autre l'est, ça me confirme que je le suis, quoi. Voilà. Et le paradoxe aussi avec ça, c'est que c'est ce que dit quand même Eva Illouz en termes un peu positifs, c'est que pourtant il faut dépasser ces paradoxes parce que l'amour est un vecteur super puissant de reconnaissance aussi via le regard de l'autre et de rehaussement de l'estime de soi. Donc et puis c'est essentiel du coup pour en tant qu'individu d'avoir ce vecteur là. Et de ressentir et d'être engagé aussi vis-à-vis d'autres personnes, notamment d'un amoureux, d'une amoureuse, quoi. Donc voilà, il faut qu'on arrive à dépasser ça. Ouais. Moi, j'ai l'impression d'avoir réussi. Donc, et comment t'as fait du coup pour dépasser ta peur de l'engagement et tes problématiques là spécifiques aux applis de rencontre? Je sais pas en fait si j'avais vraiment peur de l'engagement en tant que tel, mais j'ai eu un certain nombre de relations où en fait je voyais toujours un horizon final. Je me disais, je sens qu'à un moment ça va bloquer, je sens qu'à un moment il y a un truc qui va faire que ça sera pas possible. Et du coup, t'as arrêté avant que ce soit problématique ou... Alors, soit j'ai arrêté, soit je pense que je me mettais peut-être dans des dynamiques qui faisaient que l'autre personne arrêtait. Alors, pas forcément que de mon fait, quoi, parce qu'il y a toujours aussi la dynamique de l'autre, quoi. Mais en tout cas, il y a eu des schémas comme ça qui se sont un peu reproduits pour différentes raisons. Et je me souviens très bien, c'était en début 2020, tout début d'année 2020. Ça faisait 1 an du coup que j'étais revenu à Lille, que j'étais un peu plus posé, que je travaillais dans un truc un peu, voilà, je me voyais là à long terme. Et en fait, je me sentais un peu seul d'un point de vue amoureux et je me disais, mais en fait, j'arrive pas à trouver de personne avec qui je me sens bien. Et j'avais envie, je ressentais une envie d'engagement, mais je trouvais pas l'objet de cet engagement. Et je me disais, ouais, en fait, bêtement peut-être, mais ce serait facile de trouver quelqu'un sur une appli ou je sais pas, et puis finalement d'engager une relation. Mais peut-être que mais j'avais pas envie de me dire, mais dans 4 ans, 5 ans, je vais avoir une crise existentielle et me dire, mais qu'est-ce que je fous dans ce couple, dans ce truc, ça marche pas du tout, et je me mens à moi-même, quoi. J'étais dans ce truc encore d'introspection. Et finalement, c'est en me remettant sur des applis de rencontre, mais notamment sur Tinder en fait, et en voyant les choses différemment, que j'ai réussi à dépasser ça en me disant je ne parle plus et je ne rencontre plus que des personnes avec qui je me vois vraiment, quoi, en prenant ce truc de je vais être très restrictif. Et tu le faisais pas avant ça? Non, parce que en fait j'avais un besoin de reconnaissance, un besoin de validation qui était trop fort, et je pense que ça venait perturber beaucoup de mes relations, quoi. Mais c'est un peu c'est un peu la problématique, je crois, que beaucoup d'hommes rencontrent sur les applis de rencontre, quoi. Les hommes swipe tout le temps pour recevoir de la validation, alors que les femmes ont ce truc de l'abondance et doivent sélectionner. Ouais. Et en fait, je pense que si les hommes rentrent eux dans une dynamique de sélection, il y aura des relations plus satisfaisantes à venir dans les applis de rencontre, quoi. Dans les applis de rencontre et dans la manière dont elles fonctionnent, puisqu'elles fonctionnent, les algorithmes sont faits pour créer un manque d'abondance chez les mecs et les faire payer les applications. Donc en fait, du coup, dans l'état des choses, c'est difficile pour les mecs de juste se dire je vais sélectionner, parce que à sélectionner potentiellement ta personne qui arrive, et c'est aussi du fait de l'algorithme qui t'oblige à te mettre en mode premium, quoi. Donc puis je pense que ça nécessite aussi de se sentir bien par ailleurs. Et moi, je me suis interdit de retourner sur une appli avant de me sentir bien de nouveau dans ma vie, parce que c'était un moment où je me sentais pas très bien. Et quand je l'ai fait, et que je l'ai fait avec cet esprit-là, en fait, j'ai rencontré une personne et ça fait 3 ans et un peu plus qu'on est ensemble, et je suis extrêmement heureux et je suis extrêmement engagé, et c'est génial, quoi. Et je suis super heureux de ça, quoi. Trop bien. Je voulais revenir sur cette question aussi d'identité et de dépasser les peurs d'engagement. Et je me dis, mais dans le couple hétérosexuel, moi, je trouve que c'est quand même compliqué, là, très conjoncturellement, dans un monde un peu post-MeToo, 4e vague de féminisme, parce qu'il y a d'un côté toute cette réflexion de se dire,
est-ce que j'ai été quand même dans des relations qui me convenaient pas, où j'ai joué un rôle que j'avais pas envie de jouer, et de faire toute cette déconstruction en tant que meuf, notamment sur qui on choisit comme partenaire, potentiellement mec, et comment on vit nos relations. Et d'un autre côté, une fois qu'on a fait tout ce travail, quand même ne pas rentrer dans un autre extrême, d'être là en mode il faut que la personne coche toutes les cases et qu'elle ait aucune altérité, sinon ça montre forcément que je me laisse de nouveau avoir dans ce... Enfin, il y a quelque chose d'un peu, je trouve, submergent dans, d'un côté, faire tout le travail sur soi pour être dans des relations qui sont nourrissantes et chouettes, et d'un autre côté pas rentrer dans quelque chose de complètement consumériste, à l'inverse, de se dire voilà toutes les cases qu'il faut que la personne coche pour que je sois sûre que cette relation soit chouette et nourrissante, et que je me fasse pas avoir dans ce jeu de l'hétérosexualité, quoi. Ouais, c'est un peu le piège de... J'aime mieux penser plutôt en comment j'ai envie de me sentir oui, en plein. Avec la personne, plutôt que... Des choses qui rentrent sur quand on se dit est-ce qu'on vit une relation avec de la violence ou déséquilibrée, ou à l'inverse nourrissante, c'est de se dire aussi, il y a évidemment, ça a des limites, mais se dire est-ce que quand je sors de cette interaction, de ce moment avec la personne, je me sens énergisée ou je me sens vidée de mon énergie, des choses aussi un peu en mode qu'est-ce que je ressens vraiment au fond de moi-même, en plein ou en creux, et de chercher aussi ce qu'on a envie de vivre en plein. Ça, c'est quelque chose de psychologique aussi, d'être là en mode juste plutôt de se dire je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça, d'être là en mode j'ai envie de vivre telle chose et tout, ça met pas dans le même état d'esprit et puis ces choix. Et que c'est aussi parce qu'en ce moment j'écoute beaucoup Fabrice Midal sur YouTube. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Je sais pas si vous voyez. Je pense que tu l'as déjà mentionné dans cet épisode, dans ce podcast. Il est philosophe. Il a ouvert une école sur la méditation. Moi, j'aime bien l'écouter. Et à un moment, il parlait des relations qui te font aller vers la vie ou qui te plombent, et il disait que, il disait, mais je trouvais que c'était assez juste, que les relations qui peuvent te faire aller plus loin au-delà de toi-même, c'est pas toujours non plus celles qui sont très confortables. Ça peut être aussi quelqu'un qui te pousse un peu, pas qui veut t'élever, mais qui veut je sais pas, par exemple au travail, quelqu'un d'assez exigeant où tu as souvent pas forcément toujours des retours, c'est génial ce que tu fais, mais qui va te dire bah non, ça faut revoir tout ça, mais c'est peut-être pas évident à vivre et c'est challengeant, mais sur le long terme c'est aussi quelque chose qui va te faire grandir. Enfin, je dis pas qu'il faut que tu sois être avec quelqu'un qui est toujours en train de te dire tu peux mieux faire, tu peux aller plus loin, mais que que c'est voilà, la vie n'est que nuance de gris. Ouais. Ouais, ben pareil, c'est difficile cet équilibre entre se dire en mode cette relation est challengeant et je vais la continuer, t'es en sacrifice dans une relation sacrificielle ou pas équilibrée, ou de se dire en fait une relation elle a des hauts et des bas, mais c'est pareil pour une relation d'amitié, c'est pareil pour une relation familiale, et que potentiellement c'est pas au premier conflit où t'es là en mode je lâche tout, je quitte tout, et c'est la fin, quoi. Enfin que oui, c'est ça l'engagement, c'est se montrer, être là même quand les moments sont plus difficiles, et même quand il y a un désaccord, ou quand la personne en effet te montre des facettes plus exigeantes de sa personnalité. C'est sûr qu'il y a un truc supérieur qui compte, quoi. Il y a, il y a plusieurs temporalités, quoi. Il y a à court terme, là, il y a un truc qui fait chier, mais à moyen terme, quand même, on est ensemble parce qu'il y a quelque chose de plus grand. Et je trouve que dans la résolution de conflits et dans la construction d'une relation, savoir que l'autre, mais après, pour ça, il faut être sécure et tout ça dans la relation, mais je vois, par exemple, dans notre couple avec mon amoureux, en fait, comme on sait que notre but à tous les deux, c'est de rester ensemble, on est là en mode, on approche les conflits ou les difficultés avec cette dynamique de comment on fait mieux pour la suite. On n'a pas dans le truc du moment présent en mode ça nous divise et ça va nous séparer, mais plus en mode ok, bon, cette situation, elle m'a fait de la peine, j'aimerais que tu comprennes pour pas que ça se reproduise, et comment on peut demain faire mieux pour que ce soit pérenne, notre relation, en fait. Je crois que j'ai entendu des psychologues, des réels et tout, qui étaient là en mode qu'en fait, on peut naviguer ensemble les conflits, ce qui veut pas dire qu'on n'est pas d'un côté l'un contre l'autre, en tout cas qu'on a un désaccord qui nous entre nous, mais qu'en amitié, en amour et tout, on peut se dire bon, on a ce conflit, mais en fait, ce qu'on a envie, c'est de nourrir cette relation. Donc en fait, on a envie de la traverser et de la dépasser, quoi. J'avais quelque chose à dire, mais je l'ai oublié.
C'était au sujet de la résolution de conflits ou Ah oui, non, c'était au sujet de... Bon, moi, c'est ma take tout le temps sur les relations amoureuses, mais ça pourrait être le cas pour d'autres aussi, c'est que moi, je trouve qu'on a tendance à s'engager trop vite et qu'en fait, cet engagement de très long terme, par exemple, de se dire, en fait, le court terme, c'est le conflit, mais le long terme, c'est qu'on veut rester ensemble, c'est aussi quelque chose qui se construit au fil des années et dans du temps long. Je sais que nous, notre meilleure amitié de 15 ans, en fait, là, il y a aussi tout ce passif. Je dis pas qu'il faut 15 ans de meilleure amitié pour naviguer des conflits, et on en a eu plein, mais il y a aussi toute cette stabilité qui s'est créée au travers du temps et qui rend de plus en plus aussi confiant dans la capacité à gérer des conflits et à être sur du long terme, parce que le long terme est là, en fait, existe. Quoi. Ce que je trouve intéressant avec l'engagement, justement, c'est que tu peux dire, même si ça fait peu de temps, on peut déjà... C'est le fait de s'être engagé qui fait que... Oui, c'est aussi créateur. On s'engage d'essayer de résoudre les choses d'une certaine manière. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de règle sur il faut attendre un certain... Je pense que l'engagement, ça peut être... je ne sais pas si catalyseur c'est le bon mot, mais ça peut être une des choses qui fait que tu vas orienter la relation quelque part. Je trouve que pour moi, c'est pas un bon problème, c'est pas le vrai problème, la question de est-ce que c'est trop tôt, trop tard. Ouais, mais je pense que, je suis d'accord avec toi dans le sens où, si tu t'engages jamais, tu vas pas aller plus loin dans la relation. Mais en fait, tu dis des choses, en parole, tu peux t'engager, mais après, il y a des actes. Bah oui, bien sûr. Et c'est le temps qui permet de poser des actes aussi. Mais c'est l'engagement dans le temps. Mais si dès maintenant, Oui, et je pense qu'il faut quand même, à un moment donné, acquérir avec le temps des connaissances sur l'autre, sur soi et tout, et il faut pas avoir mais parce que ça a été mon problème dans ma relation de couple passée, mais une sorte d'engagement pour l'engagement aveugle où tu es là en mode je m'engage envers et contre tout très tôt, où moi je sais que j'ai un sentiment d'engagement très fort, donc potentiellement on peut avoir un sentiment d'engagement et avoir envie de s'engager, mais qu'après c'est cool de voir où la relation va et de pas le faire de manière sacrificielle, ce qui, je trouve, peut quand même être un risque assez facile dans la relation amoureuse, surtout vu la place qu'on lui donne, et notamment pour les femmes. Quoi. Mais je sais pas si c'est le facteur vitesse qui fait que... Oui, non, mais par ailleurs, on peut s'engager plus vite. Oui, après... Mais je pense que la différence, c'est que, tu vois, par exemple, nous, quand on s'est engagé avec mon amoureux, on était là en mode, OK, en fait, en plus, moi, de base, j'étais pas partie pour ce bail. Enfin, je veux dire, c'était entre le lycée et ma prépa. Je partais à l'autre bout de la France. J'étais pas extrêmement chaude pour m'engager dans une relation longue alors que j'entrais en prépa, quoi. Et en fait, le truc m'est tombé dessus et j'étais là, en fait, admettons qu'on est dans une relation longue, mais ça veut pas dire que il n'y a pas eu des moments plus difficiles dans l'engagement au début, parce que on savait, en fait, quand la relation elle est naissante, tu connais pas aussi très très bien la personne, et du coup l'engagement, même si tu dis oui, en fait j'ai quand même envie de rester avec toi, il y a ce truc de tu sais pas si l'autre il va prioriser l'engagement envers toi par rapport à d'autres choses de sa vie. Mais même si tu t'engages au bout de beaucoup de temps, je pense que ça changerait pas grand chose en fait. Moi en tout cas, comment moi je l'ai vécu, j'ai l'impression que maintenant en fait le fait qu'on est, c'est sûr, il peut toujours changer d'avis, on peut toujours changer d'avis, mais au début d'une relation, tu connais pas, je trouve qu'on se connaissait pas assez pour pouvoir dire quelle que soit la décision que tu prends dans ta vie, je te suivrai. On se connaissait pas assez pour ça, quoi. Comme je sais pas, je me regarde moi maintenant par rapport à moi d'avant. Il y a rien qui garantit. Je sais pas. J'imagine si j'avais voulu m'engager il y a 5 ans, j'étais une certaine personne et maintenant j'en suis une autre. Mais il y a rien qui permettait de prévoir que j'allais arriver là. Il y a un peu un côté confiance. T'as aucune certitude, mais t'as quelques connaissances et ensuite c'est une espèce de foi. Je pense que c'est pas même maintenant, que tu peux pas savoir qui tu seras dans 3 ans, t'en sais rien. Tout ce que tu peux faire, c'est t'engager à te dire ma décision, c'est d'être avec toi et je sais pas ce que ça donnera dans 3 ans. C'est pour ça que... on prend que des décisions pour le présent. C'est mon truc où je dis rien ne prédestine du futur. Tout ce qu'on fait, c'est agir sur le présent. Hein. On n'en sait rien de... Mais je pense que, ouais. Mais c'est pour ça que l'engagement, c'est intéressant. C'est se dire...
dans le fond, tout pourrait être possible. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, vas-y. Non, vas-y, je t'ai coupé. Non, parce que je voulais rebondir. Je t'ai pas vu, pardon. Vas-y. Mais non, mais en fait, pour moi, c'est la différence entre un engagement qui est ancré, qui est fondé sur des actes et sur le long terme, et puis une promesse. Et je pense qu'on peut, au début d'une relation, se faire une promesse en se disant « j'ai l'impression que ça marche ». Mais dès le lendemain, on se fait la promesse. Et du coup, on essaye de se tenir à cette promesse. Et c'est une forme d'engagement qui est déjà importante. Et puis, c'est vrai que parfois, on a tendance à pas vouloir le faire ou parce qu'on se dit « ouais, mais on sait jamais, machin ». Alors qu'on pourrait le faire. Oui, et que ça revient aussi à ce côté consumériste, peut-être qu'il y a mieux après. Enfin, aussi, c'est beau de s'engager dans une relation et de pas chercher l'herbe plus verte, enfin, d'offrir cette promesse à l'autre. Mais cette promesse, après, elle doit être confirmée et confirmée en acte. Et pour moi, c'est pas, ça s'oppose pas. Mais en fait, ça te semble évident, Aurore, mais je pense que c'est pas un message qui est inintéressant à passer. Bon, moi, je le dis de ma propre expérience de m'être trop engagée dans une relation asymétrique, mais en fait, je pense quand même que le fait de se dire après cet engagement, il doit être suivi d'actes et cette différence entre en faire la promesse. Je sais que tu dis pas le contraire, mais je pense que il y a un côté prévention ou expérience d'être là en mode je pense que on n'a pas tous la même vision de l'engagement et du sacrifice, de qu'est-ce qu'il y a derrière et de qu'est-ce qu'il faut mettre derrière, et que on vit encore beaucoup des relations asymétriques, que la place de l'amour amoureux joue un rôle, que la place du couple hétérosexuel joue un rôle, et que dans tout ça, ça vaut le coup de faire quand même preuve de mettre des pincettes ou de re-questionner ça sans après re-questionner, ou en tout cas sans tout jeter en se disant que l'engagement c'est très chouette, que être dans une société consumériste complètement capitale où on voit nos relations comme des choses qu'on peut complètement jeter à la poubelle du jour au lendemain, c'est chiant, et voilà. Mais je vous propose qu'on passe à la prochaine partie parce que on parle sur une des formes d'engagement du couple hétérosexuel la plus grande. Le mariage. Après, maintenant, également du couple homosexuel. Un avis sur tout. Surtout un avis. Un avis sur tout. J'ai un avis et il est très tranché. Je trouve que le mariage est une arnaque performative. Alors, je vais vous en parler. Je pense que... Alors, bon, avant que tout le monde me jette des cailloux parce que je crache sur le mariage, ce que je tiens à dire en exergue, c'est que je ne critique pas les gens qui choisissent de se marier. Bravo à vous, c'est super que vous choisissiez de vous marier. On va pas se couper d'une partie du public quand même. Oui, et d'une partie de nos amis aussi. et même pas l'institution du mariage, mais vraiment, écoutez-moi, vous allez voir ce que je critique. En fait, je trouve que le mariage, c'est une sorte de mascarade théâtrale où chacun et chacune joue un rôle déjà assigné à la base et contrôlé socialement. Ce que je veux critiquer, c'est que on nous dit que c'est le plus beau jour de notre vie et probablement le moment le plus romantique de nos existences. En fait, on nous impose un imaginaire de ce moment-là. Et en fait, de mon point de vue, le mariage tel qu'il est pratiqué actuellement, c'est une recette infernale de normes sociales, de codes genrés, de pression sociale, etc. Déjà, pour vous parler d'une grande tendance, parce que quand même, c'est important de le dire qu'on se marie 2 fois moins que dans les années 70. Environ 400 000 mariages par an dans les années 70 et 223 000 mariages hétérosexuels en 2023. Je compare les mariages hétérosexuels parce que, évidemment, dans les années 70, ça n'existait pas. L'âge des mariages... C'est pas les baby-boomers qui se sont mariés dans les années 70 ? Oui, ouais. Allez hop. L'âge auquel on se marie a aussi augmenté. Alors pour les femmes, on se marie en moyenne vers 22 ans et demi et pour les hommes 24 ans et 9 mois en 70. Et 31 ans et demi pour les femmes maintenant et 33 ans,2, quoi que ça veuille dire pour les hommes. Et moi, du coup, je suis tombée sur le travail de Florence Maillochon, qui est une sociologue qui a écrit La passion du mariage. Et donc, je vais m'appuyer beaucoup sur son travail ainsi que sur d'autres études. Vous aurez bien sûr en description du podcast pour cracher toute ma take sur le mariage comme arnaque performative. Alors, je pense que le fait qu'on se marie moins et plus tard explique en partie que le mariage a commencé à devenir un rite orienté sur la représentation de soi, de son couple et de sa réussite, parce que du coup, on se marie plus tard, on a plus d'argent, etc. Donc
ça laisse un peu la place à... et puis comme on se marie moins aussi, qu'il y a eu moins d'importance du mariage, je pense que ça laisse la place au fait que ceux qui ont envie de se marier, ils se marient, quoi. Enfin, on fait pas les choses à moitié. D'ailleurs, ça coûte entre 12 000 et 30 000 euros un mariage. Fête ou parce que tu peux aller à la mairie, signer un papier et rien dépenser. Absolument, mais en moyenne. En moyenne. En moyenne, le mariage en complet, ça. Gardons à l'esprit qu'on parle de la moyenne. Ouais, je sais. Mais oui, évidemment, on peut faire plein de choses, mais il y a une moyenne. Mais est-ce que c'est à dissocier la fête, Ah non, tout est ensemble. Là, je pense que c'est 12 000 à 30 000. T'es contre la fête du mariage ou oui, alors, c'est ce que je disais, c'est que je suis pas contre le mariage en mode les gens qui veulent se marier pour signer un papier à la mairie. Là, tu parles de la fête. Là, ce que je parle, c'est la fête. Ah, d'accord. L'institution en mode le mariage, voilà. Ah, pour moi, la fête, c'est une partie de ça fait, c'est une petite chose parmi l'institution du mariage. Oui. Mais c'est ce qui coûte cher. C'est ce qui coûte cher. Oui, d'accord. Le plus un endroit de représentation. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est vraiment le côté. On en fait un événement que je critique. Parce qu'aller à la mairie, c'est pas se taxer. On peut la aller. La façon d'événementialiser la chose que je vais. D'accord. Ok. Et je trouve que du coup, entre 12 000 et 30 000 euros. Pour un jour et demi de fête, je trouve que ça fait cher l'heure passée à table à vous inquiéter que vos convives mangent à leur faim, quoi. Mais du coup, bref, on rembobine. Déjà, pour en arriver à être à table, voilà, en train de manger, il faut que quelqu'un ait fait sa demande. Et dans plus de 4 cas sur 5, c'est l'homme qui fait sa demande. Oui, alors après, ça peut être aussi la femme. Hein. Aurore, je te vois venir. Pourquoi pas ? Alors, c'est le cas dans 5% des cas, selon Florence Maillochon. Mais dans ces cas-là, parce que du coup, elle a étudié plusieurs couples pour faire son ouvrage. Et donc, il y a des femmes qui ont fait leur demande. Moi, je suis pour la demande durant un orgasme simultané. Ils ne peuvent que se demander en mariage. Je comprends. C'est vraiment le moment où je suis plus à même de dire aux gens que je les aime. Donc, avec toutes les hormones, potentiellement, là, je prendrais des engagements complètement fous. Mais du coup, est-ce qu'il faut qu'ils le disent en même temps ou... En fait, c'est une dystopie où les gens ne peuvent se marier que s'ils sont un siège. Et qu'ils se disent en même temps, je t'aime après en mode chips. Voilà. Je t'aime, on s'épouse. On s'épouse, ouais. Voilà. Ok, très bien. Ok. Mais du coup, dans les couples... On va être encore moins à se marier. Hein. Oui, dans les couples qui sont étudiés par Florence Maillochon, il y a donc des femmes qui ont fait leur demande et alors là, les hommes le prennent mal. Attention, il y a un homme qui a été interrogé, qui a dit qu'il s'est senti comme une petite fille parce que sa compagne l'avait demandé en mariage. Du coup, il a refait une demande parce que c'est à lui, quoi. Ah ouais. C'est vraiment à lui de faire la demande, c'est vraiment à l'homme. Voilà. Aussi, la demande, il faut qu'elle soit exceptionnelle. Hein. Il y a tout un décorum à prendre en compte. Il faut que ce soit une surprise, il faut que ce soit un beau moment. Il y a vraiment une pression à faire du spectaculaire, à en faire un moment mémorable et qu'on peut raconter. Elle insiste beaucoup là-dessus, Florence Maillochon. Et en fait, là, c'est le drame. Il y a une étude qui montre que 18% des personnes regrettent que la demande en mariage n'ait pas été assez romantique. Alors ça me dépite parce que pour moi, en fait, veux-tu m'épouser, ça veut dire veux-tu t'unir avec moi pour une durée tellement indéterminée que ça pourrait être bien que l'un de nous meure, ainsi que de faire savoir à tout le monde, y compris à l'agent des impôts que je n'ai jamais vu, que toi et moi nous ne connaissons pas, mais il faut qu'il sache que nous ressentons un amour tellement intense que nous avons décidé de créer un duo aux yeux de la loi, voire de Dieu, selon les croyances de chacun. Et moi, je trouve que ça, c'est suffisamment romantique en soi. Enfin, ça peut se passer. Il n'y a pas besoin de le faire en public pour que ce soit romantique, en fait. Après, romantique, ça ne veut pas forcément dire en public. Et 7% quand même des gens auraient aimé que ça se passe en public. Mais 7%, c'est quand même 7% des gens qui pensent que cette demande intime... Mais 7, c'est rien par rapport à 93% des gens qui ne veulent pas. Oui, mais ils existent, quoi. Ils existent ouais, mais c'est comme dire, il y a 4 connards sur Terre, c'est dégueulasse, l'humanité. C'est rien, 7%. Ouais, mais moi, je trouve que quand même, pour moi, c'est quand même un truc qui m'échappe, quoi. Parce que... Ouais, après, c'est un truc de reconnaissance de quelqu'un même, et j'en sais rien, mais bon. Ouais, c'est ça qui m'interroge. Donc ensuite, on passe aux préparatifs. Florence Maillochon nous dit aussi que donc il y a tout un truc sur l'annonce à la famille, aux amis. On n'a pas le temps de tout détailler. Les préparatifs. En moyenne, donc on prévoit son mariage sur 1 an et les mariés parlent d'une charge de travail intense, en flux tendu. Pour Florence Maillochon, donc tous les préparatifs du mariage agissent comme un pré-mariage. En fait, l'organisation de l'engagement
devient une épreuve pour les mariés qu'ils doivent réussir. Donc, réussirez-vous à sortir de cette organisation de mariage ? C'est un peu un défi. Pour moi, c'est peut-être potentiellement un Koh-Lanta du mariage. Mais je ne sais pas si si ça a été une idée qui existait avant qu'il y ait des films sur ça. Sur à quel point la culture, comme toujours, ouais, c'est un peu le fond du problème. Genre, j'y viendrai à la fin, mais c'est vrai que pour le coup, il y a quand même un sujet sur c'est devenu ça depuis les années 2000. Avec une américanisation de notre culture, etc. C'était pas le cas avant, quoi. Et c'est un peu le problème qu'elle montre dans son ouvrage, c'est qu'en fait, il y a des nouveaux rites, pourquoi pas, mais pourquoi sont-ils aussi genrés, aussi socialement normés et du coup, pour revenir à cette histoire d'épreuve de jeux télévisés, là, il y a quand même un couple où, du coup, la future mariée s'occupait seule des préparatifs. Et du coup, lui, le futur marié, pendant ce temps, s'adonnait à l'infidélité. Mais ils se sont quand même mariés parce qu'il avait fait amende honorable. Il avait dit, non mais en fait, je m'engage. En fait, j'ai compris, maintenant je m'engage. D'ailleurs, tout ce qui s'est passé avant le mariage, c'est vraiment le côté de l'enterrement de vie de garçon et de jeune fille. C'est cette idée. Et puis alors, dans un autre couple, l'homme, il se sépare de sa conjointe pendant les préparatifs. Parce qu'en fait, c'est tellement une charge. Il faut se dire que les gens, ils se disent... Je vais prouver au monde que j'aime cette personne et je vais passer par une épreuve tellement difficile pour mon couple pendant 1 an que du coup, vraiment, on aura mérité tous les lauriers le jour du mariage. Après, peut-être que les gens ont besoin de rites de passage, qu'il y en a... Oui, sûrement. Comment ? C'est important. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'être reconnu socialement, ça fait partie des besoins humains, quoi. Pourquoi les gens vivent pour les autres ? C'est ça ma question. Mais pour nous, on est des animaux sociaux, ça fait partie de ton humanité d'être reconnu par tes pairs. Tu peux pas te dire je fais tout par moi-même et personne me reconnaît et je m'en fous, c'est pas grave, c'est pas comme ça qu'on fonctionne pour moi. Et puis dire ça, c'est déjà une manière de se montrer au monde et de se montrer aux autres, de dire moi je fais tout par moi-même, mais c'est une manière particulière de se montrer aux autres, donc je suis d'accord avec toi, il y a un côté reconnaissance sociale, rite de passage, après les rites, les codes évoluent, quoi, mais je pense autant, que le rite pour moi il est important, après ils deviennent plus ou moins... c'est pas comme de la pâte à modeler, mais bon, voilà, t'as la société. Ouais, voilà, mais. Ouais, mais c'est beaucoup de souffrance quand même. Enfin, si tu fais un mariage entre 15 000 et 30 000 euros. Et puis, oui, je dis pas qu'il est adapté. En plus de ça, je trouve que, du coup, le rite, il est quand même, comme il est normé socialement, en fait, il vient avec des tas de choses qui sont pas nécessaires dans la construction du couple. Enfin, du coup, je reprends le fil de mon truc, mais c'est vrai que rien que la construction du mariage, il y a une répartition super inégale de la charge de travail. Et ça montre quand même qu'il y a une espèce de norme genrée dans la construction de cet événement. Et du coup, est-ce que c'est normal, entre guillemets, que du coup on événementialise le couple de cette manière-là et que ça repose quand même beaucoup sur les épaules de la femme dans le couple hétérosexuel. Qu'est-ce que ça raconte aussi des couples, de se dire ok, on va s'engager dans ce travail-là commun et en fait au final c'est la meuf qui porte la charge. Là j'ai du coup une connaissance éloignée qui se mariait et je demande à une amie en commun qui me dit comment ça se passe le mariage. Elle me dit elle est vraiment en burn-out. Et je dis mais du coup son mari, enfin voilà, comment ça se passe? Ah ouais, mais il arrivera plus tard sur l'organisation du mariage. En fait, pourquoi? Enfin, c'est très bizarre quand même qu'il y ait un... Mais c'est pas que, pour moi, que le rite tel qu'on pense qu'il doit être fait maintenant est pas du tout adapté et repose pas sur les bonnes choses, qu'il faut plus qu'il y ait de rite. Je pense qu'on en a besoin de... Ouais. Mais du coup, il faut le faire autrement. Oui.
Mais... Bon. Et du coup, qui arrive. Parce que de toute manière, toi, en plus, toi-même, tu as fait un autre rite. Donc, c'est ça. En fait, le truc, c'est que je voulais aussi vous parler de Bridezilla parce qu'il y a tout un concept importé des États-Unis qui est en gros cette mariée hystérique. C'est une contraction de Bride et de Godzilla qui impose des conditions irraisonnables à ses invités, qui pète un peu les plombs. Et ça, en fait, au final, c'est le fait de montrer du doigt qu'il y a des femmes qui pètent les plombs lors de leur mariage, c'est aussi une forme de façon de montrer du doigt des femmes qui, dans la réalisation de leur rêve de petite fille, subissent une déréalisation. Et du coup, c'est aussi une façon de montrer que la norme sociale, ce que la norme sociale fait aux femmes, et c'est une vision sexiste en fait des femmes, quoi. C'est toujours ce côté de. On en avait parlé, je pense, dans un épisode. Il paraît que c'est horrible finalement que à revoir, c'est pas ouf, de Modern Love, où tous les mecs se disent, mais en fait, ces femmes qu'on n'arrête pas de dire elles sont chiantes et tout machin. Au final, c'est parce qu'elles prennent toute la fucking charge mentale qu'en fait elles sont chiantes en conséquence de tout ce travail. Et là, si on voit un truc très déséquilibré du mariage, en sachant la gestion de projet que genre. Énorme et tentaculaire que c'est le mariage, potentiellement on en arrive à des et l'argent que tu dépenses et le temps que tu investis et la charge mentale que c'est. Et pareil pour la construction, pour les enterrements de vie de garçon et de vie de jeune fille, c'est un peu la même chose. C'est un truc qui est construit en fait, qui est venu des États-Unis, ça n'existait pas avant les années 2000 et qui en fait est une sorte de répétition des normes genrées, de ce que socialement on construit sur être une femme, être un homme. Et en fait, ce que dit Florence Maillochon, c'est pas que. Et du coup, c'est là où je voulais en venir moi, c'est que évidemment, j'ai commencé par vous dire que c'était une arnaque performative le mariage, mais c'est pas au final ce que je critique, et c'est pas vraiment l'événementialisation du couple, mais plutôt qu'il y a une illusion de la personnalisation de l'événement, une illusion de l'individualité dans mais non, mais en fait moi j'aime la décoration, alors qu'en fait c'est genré, c'est parce que on te l'a dit en tant que femme que t'aimais la décoration, que plus ou moins t'aimes la décoration, évidemment. On peut tous aimer les gens qui aiment la décoration. Voilà, c'est pas ça le problème. Ma petite sœur qui a une vie parallèle de décoratrice d'intérieur. Mais du coup, en fait, l'illusion de la personnalisation du mariage et tout ça, au final, c'est une illusion parce qu'il y a le cadre qui est très normé. Il y a des invités, il y a un repas, il y a une fête, il y a des discours, il y a des larmes, des photos. Tout est quand même très un cadre. Et en fait, peut-être que certains ingrédients sont bons pour certaines personnes, mais peut-être que pour plein de personnes, la recette, c'est pas celle-là qu'il faut pour célébrer les unions. Et je pense que, en tout cas, pour moi, j'ai l'impression que le mariage, ça convient pas parce que il y a aussi le mariage, l'événement mariage, parce que en vrai, je rêve, je pense, de me marier parce que je l'ai dit, je trouve que c'est super romantique en fait, la demande de l'union en soi. Mais je sais pas, par exemple, le fait que les lieux de mariage soient 4 fois plus chers que n'importe quelle maison de vacances. C'est le côté marché, quoi. Oui, c'est le capitalisme. Oui, mais c'est ça. Mais du coup, ça, le fait qu'on soit obligé de porter une robe blanche qui coûte des milliers d'euros, et que le regard, il est porté sur la mariée et pas sur le marié, qui pourrait aussi faire un effort et pas porter un costume assez classique. Enfin, en fait, il y a plein de choses qui pourraient être faites de façon différente et qui pourraient être vraiment personnelles et représenter vraiment plus le couple que de s'inscrire dans ce cadre spécifique du mariage. Et je pense que quand on en parlait avant de penser en creux, en plein, voilà, c'est aussi un peu pareil, parce que moi, à un moment, quand je pensais en mariage, je me disais oui, mais en fait, j'aime pas ça. Et en fait, j'aime pas ça. Et en fait, j'aime pas ça. Et j'ai l'impression que la stratégie que j'avais, c'était juste enlever des trucs à l'institution. Et alors que potentiellement, il y a aussi une réflexion de se dire mais qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme rite, et de plutôt que d'enlever des choses, créer quelque chose et de se dire ok, moi je veux ça comme rite avec ci, ça, et plutôt de mettre des briques plutôt qu'en enlever à l'institution en mode bah oui, évidemment, t'es pas obligé d'avoir une robe blanche, t'es pas obligé d'avoir un lieu hyper cher, t'es pas obligé d'avoir un buffet si tu le veux, mais en fait tu peux enlever des trucs, mais je sais pas, en tout cas cette réflexion, moi elle me convenait pas à terme, quoi. Bah, tu vois, c'est exactement, enfin pour nous c'est ça, c'est que du coup j'ai dit, quand on en a parlé avec mon amoureux, j'étais là, bon, en fait moi j'aimerais bien qu'on se marie.
Et il me dit pourquoi tu veux qu'on se marie. Je dis déjà j'aimerais bien savoir comment je t'appelle parce que mon amoureux ça marche pas dans tous les contextes. Mon compagnon je trouve ça vraiment très voilà. Bon ça on a réglé. Après il m'a dit mais en fait et quoi d'autre. Et je dis j'aimerais que en gros on soit reconnu comme une famille aux yeux de la loi. Donc on s'est paxé et après je lui ai dit j'aimerais qu'on fasse une fête. J'aimerais qu'on fasse une fête avec tous les gens qui comptent vraiment. Dans nos vies, qui ont fait partie de notre itinéraire personnel et ou de couple, et que ça nous ressemble en fait. Et en fait, moi, je m'en fiche si c'est dans un champ, sous un barnum, et que on est en tongs. Ce qui compte, c'est qu'on ait tous ces gens-là et qu'on ait un moment fort pour voilà. Et au final, il y avait beaucoup des ingrédients du mariage, mais aussi... Oui, parce que tu as fait ta fête de l'amour. En fait, tu as fait ce rite. J'ai fait ce rite. Faire la fête et prendre les ingrédients que tu aimais bien du rite. Mais j'en ai enlevé plein parce que ça correspondait pas. Et en fait, le truc, c'est qu'on pouvait pas faire, dans l'esprit de mon compagnon, on pouvait pas faire un mariage qui ressemble à la fête de l'amour qu'on a vécue. Parce que le mot mariage... Il arrive avec des tas de choses il faut inviter la famille, il faut faire peut-être une célébration, voilà. Et des choses qui, par exemple, on a vécu un mariage l'été dernier avec des amies à nous. Elles étaient vraiment, elles avaient envie d'avoir des discours, etc., très larmoyants. On a passé une demi-heure à pleurer sur leur amour. Mon compagnon, il est là en mode never en fait. Jamais personne ne fera de discours sur comment notre couple est beau. Et s'il y a un mariage, va y avoir ça. Donc je veux pas. Pas forcément. Non, mais c'est la force de l'institution aussi, je pense. Mais... Moi, j'ai vécu une expérience de mariage récente qui m'a fait évoluer quand même sur la question, parce que j'étais plutôt de ton avis assez radical. Donc, c'est deux de mes amis très très proches qui se sont mariés récemment. Et je pense qu'ils se situent en fait entre l'institution et ce que toi, tu as développé en fait avec ton amoureux. Et c'est vrai qu'il y a quand même une force de l'institution qui fait que y a un certain nombre de codes, la demande, les différentes étapes, le VJ, etc. Maintenant, comme on le fait, la manière dont la cérémonie se passe, etc. C'est assez codé. Et à partir du moment où tu inclus aussi à la fête et à ce rite des gens qui sont peut-être d'autres générations, qui n'ont pas forcément les mêmes représentations que toi, je pense aux parents, aux grands-parents, aux tatas, aux tontons, aux cousins, etc. Et en fait, tu vas quand même avoir une certaine forme de pression à entrer quand même dans l'institution, parce que potentiellement te battre pour faire autre chose, pour dire en fait je vais pas inviter telle personne, il faut justifier ce que tu enlèves à l'institution, parce qu'on va dire mais quand même ta tante il faudrait l'inviter, et t'es là non, j'ai pas envie de l'inviter. Et puis même sur la manière dont ça se passe, et puis aussi en termes de comment dire, l'institution est forte aussi parce que elle façonne nos représentations et nos rêves et puis je pense que il faut se dire qu'il y a des gens, même dans nos générations, qui rêvent en effet d'avoir quand même une certaine partie des choses, des éléments de ce mariage traditionnel, type la robe, etc. Une fois dans ma vie, j'ai envie de porter une robe comme ça, oui. Et à la limite, on peut prendre du recul par rapport à ça, on peut le critiquer, on peut aussi l'accepter en se disant, c'est vrai que c'est un peu archaïque peut-être, mais si ça te fait kiffer, voilà. Mais il faut être en accord avec ce qu'on a envie d'être. Et je pense que là, pour le coup, pour avoir vécu cette séquence de mariage, il y a eu une réappropriation aussi de certains codes, et j'ai trouvé que en tout cas, ils avaient réussi à faire quelque chose qui leur ressemblait vraiment et qui nous a fait plaisir à tous, et qui leur a fait plaisir aussi, et dont on va se souvenir, et qui leur ressemble vraiment, quoi. Donc, je me dis, c'est possible quand même de se réapproprier en fait ces codes du mariage, mais en effet, il faut oser le faire, et il faut être assez fort pour aller contre les trucs de l'institution qui nous conviennent pas, quoi. Ouais, en fait, c'était un peu ça. Enfin, évidemment, j'ai poussé le côté très polémique parce que il fallait y aller sur. Mais c'est ça que je veux dire, c'est qu'au final, je trouve que quand on dit mariage, du coup, on arrive avec il faut inviter les oncles et tantes, enfin tout un tas de choses, alors que on devrait, si c'est vraiment quelque chose qui est à notre image, on devrait pouvoir aussi enlever des choses qui nous pèsent, et pas dire oh waouh, hyper audacieux, elle s'est mariée en Converse, enfin j'en sais rien, tu vois. Et je sais pas, je trouve que peut-être le fait de nous, notre liberté, on l'a retrouvée en n'appelant pas ça mariage et en appelant ça fête de l'amour.
en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait cette même liberté au sein même du mariage, quoi. Que vraiment, on n'ait pas besoin de se cacher derrière d'autres mots ou le Pax ou quoi que ce soit pour faire vraiment quelque chose qui est à son image et que les gens ne se vexent pas si ça ressemble pas à ce qu'eux, ils avaient projeté sur le mot, quoi. Ouais, mais je trouve que c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette conversation, parce que dans l'idée là de notre podcast et de réinventer, en fait, c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est que c'est cool de mettre de la conscience sur les choses pour après aussi réfléchir pour soi à ce qu'on veut. Et là, pour le coup, il y a un truc moi, j'ai des bons amis, enfin, ma meilleure amie d'enfance et son mec qui se sont mariés l'année dernière. Et eux, ils se sont mariés à l'église, voilà, avec un accompagnement par un prêtre, donc un accompagnement au mariage. Et ce que j'avais vraiment bien aimé là-dedans, et que je me dis qu'on pourrait rendre laïque ou élargir, c'est ce côté de se poser plein de questions, en fait, qu'elle m'a vraiment dit et parler avec joie du fait de vraiment se poser beaucoup de questions sur qu'est-ce que c'est son engagement, qu'est-ce que c'est son couple, mais potentiellement aussi, là, on parle d'institution, enfin, je sais pas si les questions tournaient autant sur comment on a envie de vivre son mariage, mais en fait, c'est ça rentrer dans une idée générale de se dire, allez, on prend vraiment un temps pour réfléchir à notre relation, pour réfléchir à ce qu'on veut, et que ces moments de célébration de l'engagement, c'est aussi chouette, en tout cas, ça peut l'être, d'être un moment où on prend du recul sur sa relation et on se pose des questions sur soi. Et pour moi, ça va très bien avec le fait de se poser des questions sur comment on a envie de vivre son mariage en réalité. C'est le fond et la forme, quoi. Pourquoi on s'engage, pourquoi c'est important de le célébrer, pourquoi on fait ça. Et du coup, ça en découle aussi pourquoi on met en place tous les rites qu'on met dans le cadre de cette célébration, quoi. Est-ce que c'est ce que tu disais, Aurore, tout à l'heure, sur l'importance du rite de passage? Oui. Quand même. Oui, c'est intéressant. Et moi, je serais très pour, mais peut-être c'est une bonne transition pour ma partie, de faire ces moments de célébration et aussi de prise de recul sur sa relation et sur son engagement dans d'autres relations que la relation amoureuse. Donc, je vous propose qu'on passe à ma partie. Tu vas raconter ça, Qui va raconter sa vie? Donc moi, je veux vous parler du fait de s'engager en amitié. Je me base sur un essai que j'ai lu d'une traite là en 3 jours qui s'appelle « Elles vécurent heureuses, l'amitié entre femmes comme idéal de vie » de Johanna Cincinnatis. Voilà. Et je me base sur cette réflexion. C'est un débat qu'on a assez régulièrement dans ce podcast, qu'on a eu plusieurs fois, on en a reparlé notamment lors de notre dernier live, de comment on voit l'amour amoureux et comment on voit les amitiés, et que Aurore, tu redisais quelque chose que tu as dit qui est vrai pour toi, d'être là en mode, moi je vois l'amour amoureux comme un partenaire de vie et ça a une place centrale, et les amitiés, elles n'ont pas exactement cette même place, on avance les uns à côté des autres, mais on n'est pas exactement c'est pas le même rôle que je donne à mon partenaire de vie amoureux et à mes amitiés. Et à chaque fois que je réfléchis à ça et que j'entends ça, je suis là, mais moi, je pense que les amitiés, en fait, c'est l'engagement principal et fondamental dans ma vie avec potentiellement avec mes relations familiales, où j'ai des engagements le plus de longue date qui s'inscrivent dans le temps et qui, avec le temps, sont de plus en plus grandes et que j'ai envie de faire encore plus grandir. Je vous en parlerai. Mais je voulais déjà commencer par vous parler d'idées qu'on a sur les amitiés féminines et de visions qu'on a sur les amitiés féminines pour après en arriver à qu'est-ce qu'on pourrait en faire d'autres. Et pour ça, j'aimerais vous citer 2 passages de cet ouvrage de Johanna Cincinnatis. Donc déjà, quelque chose sur le lien en fait entre amitié féminine et couple hétérosexuel. Je trouvais ça intéressant dans son essai et je trouvais intéressant de repartir de là pour après à réfléchir de comment on s'engage différemment et qu'est-ce qu'on peut faire différemment dans nos amitiés et notamment nos amitiés féminines. Et cet ouvrage, juste en contexte aussi, se base pas mal sur les amitiés féminines parce que l'amitié, c'est quelque chose qui à la base philosophiquement a beaucoup été conceptualisé par des philosophes mecs et dans le cadre d'amitié masculine,
Notamment, on a cet exemple très connu de Montaigne et de la Boétie qui dit « parce que c'était lui, parce que c'était moi », où il parle de cette grande amitié avec la Boétie. Voilà. Et en fait, il y a un moment donné, je ne l'ai plus, mais au XVIIIe siècle, où l'amitié a été beaucoup plus féminisée et ramenée à l'intime, à l'émotionnel, à l'intérieur. Et à partir du moment où l'amitié a été vue comme féminin, on a arrêté d'en parler, en fait. Enfin, ça a été beaucoup moins quelque chose qui est rentré dans les Not interesting. Oui, parce que l'intime et l'émotionnel, c'est pas politique, ce qui finalement a été remis en question par les féministes et les mouvements féministes. Mais voilà, à partir du moment où ça a été féminin, ça a été plus un objet d'étude. Et du coup, il y a toute cette question dans son livre de se réinterroger sur les amitiés féminines notamment. Et leur place, du coup, dans les couples hétérosexuels. Et du coup, elle cite Le Gall, qui a travaillé sur ce sujet et qui parle des amitiés fictionnelles, mais voilà, on parle toujours de comment la culture, après, forge nos représentations. Pendant longtemps, les amitiés fictionnelles ont été pétries de stéréotypes. Elles étaient limitées à une sphère privée. Elles n'étaient qu'un moyen d'attendre ou de nous préparer à une relation monogame et hétérosexuelle. Elles étaient gangrénées par une jalousie féroce. Donc ça, il y a beaucoup cette idée d'amitié, et quand on a des amitiés très fortes, souvent jeunes, mais qu'à un moment donné, c'est remplacé par le couple et que les amitiés sont une salle d'attente au couple, et notamment les amitiés féminines, puisqu'elles nous proposent, et c'est très vrai, enfin, dans mon expérience, de faire un nouveau test Bechdel. Le test Bechdel, c'est dans des films de se dire est-ce qu'il y a au moins 2 femmes ? Est-ce que les femmes parlent ensemble ? Et est-ce qu'elles parlent ensemble d'autre chose que de mecs ? Voilà, et il y a peu de films qui passent ce test. C'est intéressant à le regarder pour voir la place des femmes dans les œuvres. Et après, de quoi parlent ces femmes quand elles parlent entre elles, quoi. Mais peut-être que ce qui me manque au film, c'est 2 hommes entre eux qui parlent d'amour. Ah ben aussi le problème, la problématique est aussi inverse, et on le voit à être une majorité de femmes qui parlent d'amour et de sexualité en podcast notamment, ou être psychologue, enfin voilà. Mais coucou Tomelk. On travaille là-dessus dans ce podcast, puisqu'on n'a pas que des voix féminines, et je trouve ça chouette pour parler de ces sujets de l'intime qui sont souvent très féminins. Donc voilà, il y a ce côté de salle d'attente, et qui est renforcé dans les amitiés féminines par rapport aux amitiés masculines, puisque elle dit, voilà, plus j'observe, plus cela me saute aux yeux. Ah oui, non, mais j'ai jamais fini mon histoire de test Bechdel, désolée, je suis... Le nouveau test. Le nouveau test Bechdel, c'est, elle dit, asseyez-vous dans un café et écoutez 2 femmes et écoutez de quoi elles parlent. Et elle était là, en fait, vous verrez que la plupart du temps, ces femmes parlent de mecs, en fait, ou parlent de relations amoureuses, ou sont là en mode ah oui, mais là, il m'a envoyé tel texto et tout. Donc, j'ai pas encore eu le temps de le faire parce que j'ai lu cette proposition de nouveau test Bechdel hier dans le train, donc j'avais pas trop la possibilité de me mettre dans cet état d'observation, parce que je devais finir mon livre, donc voilà, je ne pouvais pas observer, mais je vous propose de l'essayer, d'aller dans des cafés et tout, et de regarder de quoi parlent les femmes. Et en fait, il apparaît que les femmes parlent énormément d'amour entre elles et de relations amoureuses, spoiler alerte. Et du coup, elle dit, page 72, « L'amour romantique occupe une place écrasante dans les amitiés entre femmes, que ce soit dans leurs conversations, dans les questions qu'elles se posent, les centres d'intérêt réels ou supposés qu'elles se prêtent. Il s'agit bien souvent entre femmes de promouvoir le modèle conjugal hétéro, de l'entretenir et d'assurer son bon fonctionnement. Je doute que la recherche d'amour et de papillons mobilise à ce point les amitiés masculines. » Et du coup, elle dit « Dès lors que les amitiés féminines sont des espaces gangrénés par le couple, comment prioriser les relations entre femmes et organiser une vie autour de celles-ci ?» Et du coup, voilà. Et il y a même cette idée que les amitiés féminines vont renforcer le couple hétérosexuel, parce que c'est potentiellement un espace où on va parler de nos émotions. En fait, faire tout le travail de charge émotionnelle, de se dire « Ah, mais pourquoi il a dit ça ? Mais c'est vrai que peut-être il pense ça. » Et en fait, d'être dans cet espace de réflexion, d'analyse des émotions, de co-développement, oui, sur nos relations. Et pour après revenir de nouveau dans nos couples en mode « Ok, c'est bon, je t'ai compris. » Voilà. Et ouais. Oui. Mais c'est vu que ça, c'est plutôt protecteur pour la santé des femmes, ce phénomène-là. De quoi ? Oui, en fait, c'est une question de survie, mais c'est une question de survie dans un modèle hétérosexuel où on est potentiellement même le fait d'avoir des relations, pour je pense que les hommes, c'est plutôt malheureux pour eux de pas avoir ça que l'inverse. Pourquoi est-ce que ça serait
de pas avoir cet espace-là pour entre eux parler de et elle, tu penses quel point Oui, je sais pas. Par ailleurs, oui, c'est clair que c'est très intéressant dans les amitiés féminines et c'est quelque chose qu'on a plus que dans les amitiés masculines de pouvoir parler d'émotions, parler d'intime, parler de soi, parler de ce qui nous traverse, être vulnérable. La vulnérabilité fait beaucoup plus partie des amitiés féminines que masculines, mais je trouve ça intéressant de se questionner sur la place majeure que peuvent prendre les discussions sur l'amour, sur les relations amoureuses à l'intérieur de nos amitiés féminines. On pourrait être finalement vulnérable sur plein d'autres choses et avoir plein d'autres sujets qui agrandissent notre intimité que de parler de nos relations amoureuses. Et moi, je l'ai vu dans des amitiés passées, et d'ailleurs, c'est une amie que j'ai plus et je me demande si c'est pas un peu en lien, ce truc on était toujours en train de se faire retourner dans nos relations, de se renforcer, d'être là à très s'écouter, mais la conséquence, c'était de nous renforcer ou de nous conforter ou dans des dynamiques de relations potentiellement asymétriques et de se redonner, nous, cet espace de compréhension et d'on s'écoute et mais d'un côté, c'était aussi au service de continuer ces relations qui, en tout cas de mon côté, étaient pas symétrique et pas nourrissante, quoi. Donc voilà, bon, c'est quelque chose dont elle parle et que j'observe dans ma vie. Et ça, c'était un prélude, mais du coup, j'ai réfléchi à la place des amitiés dans ma vie. Et en fait, moi, un objectif qu'on partage notamment avec Love-là, c'est de faire communauté, de réfléchir à d'autres moyens potentiellement de faire famille, d'avoir une famille choisie, d'habiter ensemble, de choisir qu'est-ce qu'on priorise dans notre futur. Et de peut-être créer des solidarités autres que celles du couple aussi. Et de créer autre chose qu'un modèle couple nucléaire, pavillon, labrador, enfant, quoi. Même si je veux bien un golden retriever. Oui, non, mais moi aussi, je veux bien un chien, par ailleurs. Mais je prendrai la SPA, donc probablement, j'aurai pas de golden retriever. Oui. Pardon pour cette digression. Mais aussi avec, du coup, une place de l'amitié plus forte que celle qui peut nous être présentée. Oui, parce qu'on vit pas on vit en couple, quoi. C'est vraiment le modèle dominant, c'est on vit en couple et on organise sa vie autour du couple, les vacances autour du couple et tout. Et on fait famille en couple. C'est quand même ce qui est majoritaire. Et moi, je rêve d'autre chose. Et vraiment, l'engagement en amitié, c'est quelque chose, je me rends compte que je vis depuis longtemps et que je vis de plus en plus. Et je suis très heureuse de plus en plus le vivre. Par exemple, maintenant, j'ai cette très bonne amie, une amie qui partage ma voiture, donc je l'ai même mis sur mon assurance pour que, en tant que jeune conductrice, elle puisse s'occuper de ma voiture. Je balade son chien et je m'occupe de son chien pendant que elle est pas là si elle a besoin. C'est pas juste quand elle a besoin, c'est que tu la balades tous les matins. Enfin, je veux dire, c'est un engagement. C'est un énorme engagement. Parce que évidemment, quand on voit de l'extérieur, on est là en mode c'est super, elle prête sa voiture occasionnellement et elle s'occupe de son chien quand elle est pas là. Mais en fait, c'est dans la quotidienneté et ça, c'est ça l'engagement. Oui. mais c'est important de l'appuyer parce que je trouve que la quotidienneté de cet engagement-là, c'est ça qui fait communauté. C'est pas juste on se rend service. Oui, c'est clair. Non, mais oui, évidemment, là, je parle de trucs factuels. En fait, j'ai les clés de chez elle. Je commence à vivre en fait ces formes d'engagement en dehors du couple. Et en fait, ça m'épanouit énormément. Et moi, ce livre, alors je dois dire que je l'ai adoré. Ça fait partie vraiment de ma bibliothèque personnelle maintenant, de choses de socle, je pense, de ma manière de penser, en tout cas en ce moment, et qui est d'inspiration. Parce que vraiment, j'ai trouvé ça hyper intéressant, cette autre réflexion qu'on peut avoir sur la place de nos amitiés. Bon, c'est un essai parmi d'autres. Il y a eu plusieurs ouvrages à ce sujet qui ont été faits dernièrement, et je pense que j'en lirai d'autres, mais qu'en fait, on peut voir l'amitié comme autre chose qu'une salle d'attente. On n'est pas obligé, mais en tout cas, une salle d'attente au couple, qu'on n'est pas obligé, mais qu'en fait, moi, ça fait vraiment sens dans ma vie de prioriser ces engagements amicaux, peut-être même au-dessus, parfois, d'engagements amoureux. Et je pense là à une femme de ma famille qui élargit, qui m'a dit parce que j'ai un exemple très concret, anecdotique, dont j'ai déjà parlé une fois, mais l'année prochaine, pour les 60 ans de ma mère nous offre à tous une croisière et on a tous le droit à 1+1. Donc mon frère amène sa copine, ma sœur emmène son mari et maintenant leur bébé
Et moi, j'emmène Love là, voilà. Et j'ai eu une grande discussion avec mes parents. J'étais là en mode, mais je comprends pas pourquoi j'emmènerais un petit amoureux, une petite amoureuse qui est là depuis 1 an dans ma vie, et pas ma meilleure amie qui est là depuis 15 ans dans ma vie. On se parle tous les jours. Enfin, voilà, je trouve que ça fait beaucoup plus sens d'emmener ma meilleure amie et de lui offrir cette croisière et de lui offrir ce moment et qu'on le partage ensemble, plutôt qu'une personne qui serait arrivée très récemment dans ma vie. Et au début, mes parents étaient un peu là en mode, oui, ok, mais potentiellement, ça va changer avec le temps quand même si tu trouves quelqu'un. Peut-être que cette idée que tu as va changer. Et au final, bon, maintenant c'est fait, les billets sont réservés et Love là vient. Mais en fait, j'étais là, mais non, en fait, je crois pas que l'arrivée d'une personne dans ma vie amoureuse va changer le fait que j'ai envie que mon +1 dans cette croisière, ce soit une +1 et ce soit ma meilleure amie, quoi. Et du coup, cette femme de ma famille, je lui ai parlé de ça. Et elle me disait, mais du coup, tes amoureux, enfin, un potentiel amoureux part avec un désavantage structurel, puisque de fait, je choisis de m'engager plus en amitié ou de donner plus de place à l'amitié qu'au couple naissant. Et du coup, il y a un déséquilibre qui se fait dès le début, quoi. Je donne pas de la place à l'amour amoureux. En tout cas, je m'engagerai moins vite dedans et que du coup, je vais pas suivre ce train de l'amour si je choisis de, je sais pas, m'engager plus en amitié. Et en fait, j'y pensais en lisant ce livre et j'étais là en mode, mais c'est pas grave pour moi. Enfin, c'est pas grave pour moi dans cette saison dans ma vie, mais en fait, j'ai envie que mon engagement amical soit potentiellement l'engagement principal que j'ai dans ma vie. Et en fait, si on regarde juste dans ma vie, c'est le cas, quoi. Enfin, genre, Love là, je lui parle tous les jours par 4 canaux différents. On s'envoie des vocaux tout le temps. Je pars en vacances avec mes amis. En fait, ça fait des années que je fais déjà des choses qui sont attribuées souvent au couple dans le cadre de mes amitiés et que j'ai beaucoup de joie à le faire. Donc, en fait, je crois que j'ai juste un peu politisé quelque chose qui, en fait, est... enfin, politisé ou en tout cas conscientisé ou mis des mots sur quelque chose qui est déjà... En fait, qui a toujours fait partie de ma vie, quoi. J'ai toujours donné une place... hyper grande aux amitiés. Je me suis toujours engagée en amitié et le fait d'avoir envie de communauté et d'avoir envie d'un engagement encore plus fort, c'est une continuité qui est finalement très logique, enfin que je trouve très logique avec mon parcours de vie jusqu'à là, quoi. Donc voilà, je dis pas qu'il faut pas faire de l'amour amoureux une priorité dans sa vie si on en a envie, mais il y a aussi d'autres possibilités et moi, mes amitiés, c'est vraiment un espace d'engagement très beau et très fort et que j'ai envie de continuer à cultiver. C'est hyper beau ce que tu dis, j'adore, mais c'est juste que moi, du coup, de mon expérience, le fait que je sois en couple depuis très longtemps, j'ai eu beaucoup de mes amis, enfin, j'ai rencontré quelques-unes de mes amies quand même après après ma mise en couple. Donc en fait, j'ai toujours été en couple, j'ai toujours accordé enfin, j'ai pas toujours été en couple, mais voilà, pour elle, j'ai toujours été en couple. Et j'ai toujours accordé une importance hyper capitale aux amitiés. Et en fait, j'ai découvert après coup que c'était pas le cas pour elle. C'est-à-dire que quand elles se sont mis en couple, enfin, évidemment, c'est normal de passer au second plan en tant qu'amie. Dans le cadre classique, c'est normal d'avoir moins de temps, vu que voilà, c'est normal. Quoi. C'est juste qu'il y a ce truc vraiment très bizarre de quand moi j'ai nourri des relations amicales avec elle en ayant l'impression d'avoir une relation privilégiée qui serait telle qu'elle pour toujours, et qu'au final, leur implication baisse vraiment de façon significative après leur mise en couple. Je trouve que c'est difficile à vivre parce que pour le coup, moi, j'étais déjà en couple et j'ai mis cette implication dans les relations amicales. Et je trouve que cette asymétrie de la façon de l'importance qu'on accorde aux amitiés, elle montre aussi que le couple, il reste l'objectif ultime à acquérir, à avoir, et la façon de se réaliser, en fait, alors que, pour le coup, bon, moi, peut-être que c'est parce que je suis en couple depuis très longtemps et que, du coup, j'ai l'impression que l'objectif est acquis, je sais pas, peut-être c'est pour ça, mais en tout cas, moi, je partage ta vision, même si, du coup, c'est un peu différent pour moi, parce que j'ai pas le type de relation d'amour amoureux que tu as, mais je trouve ça vraiment... Enfin, c'est important, je pense, pour moi en tout cas, de repenser aussi la place qu'on accorde aux amitiés par rapport à l'amour amoureux, pour pas justement voir aussi les amitiés comme juste une transition, quoi. Oui, ou une antichambre. Et d'ailleurs, ça se voit, enfin,
la manière dont on vit notre amitié. J'y pensais en lisant ce livre, j'étais là en mode, mais on n'est pas tout le temps en train de se parler d'amour, loin de là. Et puis, en plus, quand je t'ai entendu dire ça, je me suis dit, mais moi, je pense que c'est les relations qui m'intéressent les conversations qui m'intéressent le moins. Enfin, pardon à toutes mes amies, bien sûr, parlez-moi de vos relations amoureuses, mais c'est vraiment les conversations qui m'intéressent le moins, quoi. Et puis avec aussi, mes amis, je préfère parler d'autres choses, quoi. Et puis on crée, ça, elle en parlait dans les différences masculines, féminines, de les amitiés masculines. Il y a une idée un peu à la base philosophique, poétique, c'est aussi des manières de faire coexister des peuples, même un intérêt politique en fait que d'être amis. Et du coup que les amitiés masculines sont plus tournées vers l'extérieur et peut-être même parler de qu'est-ce qu'on a vu de au cinéma, de politique, entreprendre ensemble, etc. Et que c'est quelque chose qui est beaucoup moins présent dans les amitiés féminines. Et en lisant ça, j'étais trop fière et heureuse. J'étais là en mode, non mais là, on fait ce podcast ensemble. En fait, on a plein de projets en fait qui sortent du salon, quoi. Qu'il y a quelque chose dans les amitiés féminines ça reste dans le salon. Bon là, on est dans un salon en train de faire ce podcast. Mais voilà. Je fais tout tomber. Je suis trop passionnée par mon sujet. Mais... Sans revenir sur tout ce que vous avez dit, parce que j'étais d'accord avec pas mal de choses et je trouve ça super beau la manière dont vous l'amenez. Et puis après, c'est une question de curseur aussi qu'on place, quoi. Mais je voudrais revenir juste rapidement sur la phobie de l'engagement dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, pour quelqu'un qui a un peu peur de l'engagement parce que, toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, ça fait super flipper de se dire cette personne va entrer dans ma vie et elle ne va plus voir que moi et je vais être le sujet l'objet central de son attention et tout va être construit autour de la relation qu'on est en train d'essayer de construire. En fait, c'est un niveau de responsabilité énorme. L'engagement, du coup, il est vachement dramatisé, quoi. Alors que si tu t'inscris dans un contexte avec un équilibre, avec des relations amicales, des projets, un écosystème, et tu entres dans cet écosystème, je trouve que l'engagement, il a un autre goût, quoi. Oui. Et tu peux te dire, oui, en fait, là, je sens que j'arrive dans un environnement que je trouve sain. Après, voilà, c'est une question d'alignement aussi. T'adoptes la personne avec tout le décorum. C'est ça. Et ça peut être rassurant aussi, quoi, de se dire cette personne ne va pas tout voir en fonction de la relation et elle a aussi des projets à côté, etc. Et ça peut être aussi super stimulant et on peut s'apporter aussi l'un l'autre grâce à l'écosystème en fait, dans lequel on s'inscrit et qu'on va modifier par la relation qu'on est en train de créer ensemble, quoi. Même si on va plus loin et qu'on est plus révolutionnaire, même si en fait il y a plein de moments où ça existait dans l'histoire de avoir un engagement amical qui potentiellement est au cœur de sa vie, là c'est quand même très challengeant parce que c'est quand même du coup on est quand même dans un modèle où l'engagement amoureux est le plus grand, donc potentiellement ses amis vont faire des choix différents et nous c'est des peurs qu'on a eu en miroir avec Love Là dans la communauté où moi j'étais là mais en fait là je décide de placer l'engagement amical en fait au cœur de ma vie et du coup ça conditionne aussi le fait que je le place pas dans des relations amoureuses et que comme dit cette femme de ma famille je donne un désavantage structurel à mes amoureux parce que peut-être que je leur donne pas la place que je leur donnerais si je faisais d'autres choix d'engagement. Et du coup, si jamais mes amis décident tout d'un coup de tous se remettre dans leur couple nucléaire, et c'est l'expérience de cette femme qui a écrit le livre, qui est trentenaire et qui commence à avoir cet effet de autour d'elle, des gens il y a un repli sur soi ou en tout cas une importance donnée à l'engagement amoureux, on peut c'est quand même, il faut être sécure pour il y a quand même un risque de se dire oula, tout le monde va me laisser derrière et moi j'ai cette envie là et on va pas me suivre. Et toi tu avais cette côté similaire avec le fait de pas vouloir d'enfants. Ouais. Parce que du coup nous on veut pas d'enfants mais par contre on veut bien être des parents, pas des coparents, c'est pas le mot, mais... Oui, mais si, il y a quand même une idée de coparentalité ou des parents marraines, enfin... Mais du coup, c'est un peu bizarre parce que, évidemment, j'en ai parlé avec un couple d'amis qui sont très partants pour aussi faire de l'habitat participatif et tout ça. Et ils étaient là, mais attends, vous êtes en couple, vous voulez pas d'enfants, mais vous voulez quand même vous voulez être coparents, ça n'a aucun sens. Et moi, j'étais en mode, oui, en fait, nous, on veut pas notre enfant. En fait, on veut avoir une place spéciale dans la vie d'un enfant, mais politiquement et intimement, moi, je me sens pas la responsabilité. Mon compagnon se sent pas politiquement de mettre au monde un enfant, voilà. En fait, nous, on a envie, par contre, d'être des soutiens. On a envie d'aller chercher les enfants, de leur, je sais pas, de faire à manger. On veut faire des trucs comme ça, mais on veut juste pas que ce soit notre enfant. Et en vrai, du coup, si tout le monde se met à faire des enfants, mais là en mode oui mais bon,
le couple, c'est quand même le cadre le plus sécurisant pour faire un enfant. Et du coup, nous, on est là en mode, super, du coup, on n'aura aucun enfant dans notre vie puisque il y aura pas de communauté, vu que tout le monde veut rester se replier sur soi. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est justement éduquer des enfants dans une communauté où on est des parents alternatifs, quoi. Enfin, d'autres parents. Et voilà. Adultes, on en arrive de référence. Mais du coup, il faut. Enfin, en fait, le problème, c'est que du coup, on se repose sur les autres. Parce que comme on veut pas les nôtres, du coup, si jamais on veut des enfants dans notre vie, on est obligé que les gens ils acceptent de bien vouloir faire communauté avec nous. Et ça, du coup, on est dépendant de la décision des uns et des autres d'accorder l'importance à l'amitié plutôt qu'à l'amour et au couple de façon classique. Là, on est au stade, on en parlait au début, de la promesse d'engagement, quoi. On est dans une promesse d'engagement parce que ça fait des années que ça nous traverse, mais que là, ça commence quand même à prendre un tournant. En tout cas, je pense pour Lovla, pour moi, pour ton mec. Et autour de nous, ça commence à prendre du poids. Et en même temps, on sait que la trentaine va arriver, que c'est un moment qui est hyper chahutant. Tout le monde change d'avis. Oui, et moi, ce qui me fait un peu peur pour moi et pour les autres, et avec cette promesse d'engagement. Et en même temps, en fait, c'est pas si simple de faire cette promesse d'engagement et de choisir des chemins qui sont différents que ceux du couple, dans sa vision la plus classique. Mais bon, je pense que c'est un épisode introductif à la communauté. J'espère que ce podcast dure très longtemps et qu'on pourra vous donner toutes les phases, puisque là, on est vraiment dans quelque chose de prospectif et plutôt dans cette énergie de comment on s'engage différemment que dans le modèle du couple et de cette famille. Et voilà, on pourra vous en donner les avancées. Bon, cet épisode, on avait beaucoup de choses à se dire sur l'engagement. Je te propose, Aurore, de faire une dernière petite partie ouverture sur un livre. Rêve parti. Très vite. J'ai lu un livre qui s'appelle Éloge du mariage, de l'engagement et autres folies de Christiane Singer. Voilà. Et alors, c'est très court. C'est moins de 100 pages. Enfin, moi, je lis une version numérique, donc je sais pas ce que ça donne en bouquin, mais bon, c'est très court, c'est très beau. La façon dont c'est écrit, elle parle de contes où il y a un côté un peu mythologique dans sa façon de parler, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas de conclusion. Il y a un peu ce postulat que l'engagement, c'est bien parce que c'est plus grand que soi. Elle incite à faire quelque chose où tu t'oublies finalement, où tu n'es plus moi-même, mes pensées, mais tu sors un peu de toi-même, tu es vraiment dans le réel. Et c'est ce qui fait que tu es heureux parce que tu appartiens à quelque chose de plus grand que toi. Donc, si vous voulez lire un truc court et très joliment écrit. Mais c'est une fiction ou c'est un essai? Non, c'est plutôt un essai. Okay. Après, elle fait un parallèle aussi avec sa famille. Je pense qu'elle a eu de la famille qui a été touchée par la Shoah, tout ça, et donc il y a une histoire avec elle parle de ses grands-parents quand elle voit sa grand-mère qui au décès du grand-père. Il y a vraiment un truc où tu dis ces deux personnes-là, elles ont été liées à vie. T'en as un qui perd un peu un bout de lui-même quand l'autre s'en va. Et la conclusion, elle dit j'ai pas vraiment de réponse, mais c'est de certitude. C'est juste, elle incite à suivre le flot de la vie, quoi, la joie, bon voilà, très très beau. Plein. Et du coup, elle parle de mariage pour le coup dans cet essai. De l'engagement, de l'engagement amoureux, ouais. Et voilà. Ok, donc c'est une proposition que tu nous fais de lecture pour réenchanter, l'engagement amoureux. Ouais, si on veut. Voilà. Voilà. Oui, on peut choisir des chemins d'engagement amoureux à tous mes amis qui se sont mariés. Bien sûr. Évidemment. Chacun fait ses choix. Oui, je pense que là, on a apporté dans cet épisode plein de pistes, plein de débuts de réflexion pour se questionner sur ses envies d'engagement aux autres, amoureux et au-delà. C'est vraiment la vision du podcast. Encore une fois, on peut faire le choix de mettre le couple en premier, de se marier de façon très classique, tout ça. Si
on sait que c'est conscient, c'est toujours mieux que si on le fait pour suivre la société, quoi. Et puis, ce qui n'empêche pas de vivre plein de relations joyeuses autres à côté. Et je pense aussi que c'est pas une fatalité de voir le couple comme quelque chose qui, après, enlève toutes les amitiés, et que c'est aussi quelque chose qui peut être travaillé en dedans du couple et pas que en dehors, cette place qu'on donne à ses amitiés par ailleurs. Bon, on va en finir là de cet épisode. Donc, merci à vous d'avoir participé et merci à vous, auditeurs, auditrices, de nous avoir écoutés jusque-là. N'hésitez pas à nous faire tous vos retours sur comment vous voyez l'engagement. J'ai l'impression que c'est un sujet quand même qui parle et qui fait discuter, donc qui potentiellement vous a donné aussi plein de réflexions, plein d'avis, que vous avez plein de retours à nous faire. Donc, on est disponible sur Insta, sur le compte du Bisoudrome, le Bisoudrome. On a aussi des comptes personnels pour certains d'entre nous. Venez en parler avec nous en live. Oui, venez en parler venez en parler avec nous en live. Ce sera mi-septembre, mais normalement la date est déjà dans la description. Et sinon, n'hésitez pas à nous suivre sur Insta parce que c'est là où on a les infos les plus croustillantes de dernière minute, les plus hot, bref. Où on sait les choses de dernière minute, s'il y a des choses de dernière minute à savoir. N'hésitez pas à en parler avec nous. Et à nous faire, avant le live, vous pouvez aussi nous faire des vocaux ou nous écrire des messages qu'on peut lire ou faire écouter pendant le live. On peut évidemment vous anonymiser si vous le voulez. C'est aussi une autre manière de participer au live de manière plus anonyme, ou si vous ne pouvez pas participer au live, etc. Il y a toutes ces possibilités qui s'offrent à vous. Nous, on est vraiment très preneurs de rendre ces lives et ces épisodes plus interactifs avec vous. Voilà, on a aussi des Insta personnels, Lovela, moi Lélina, Exane, qui n'était pas dans cet épisode, mais qui sera dans le live. Donc tout est en barre en description. Donc voilà. Et d'ici la prochaine fois, des bisous.